s'appelle la pénicilline. Depuis toujours, la recherche médicale se bat pour la vie. Elle a plus que jamais besoin de vous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis Jean-François Lemoine, médecin journaliste. Je serai votre animateur tout au long de cette téléconférence exceptionnelle proposée par la Fondation pour la recherche médicale et qui va vous permettre de découvrir un de nos plus brillants professeurs de médecine, le professeur Karine Lacombe. Une voix qui a su se faire entendre dès le début de cette pandémie, toujours avec des interventions pertinentes au service d'une action exemplaire sur le terrain au quotidien, car recherche au plus haut niveau s'accorde souvent avec la vraie vie de la maladie. Elle répondra d'abord à mes questions, puis à celles qu'inévitablement vous aurez envie de lui poser. Cette émission n'aurait pas été possible sans la volonté de la Fondation pour la recherche médicale. Et cela tombe bien, puisque j'ai à mes côtés Denis Duverne. Bonjour Denis. Bonjour Jean-François. Alors vous êtes président du conseil de surveillance de la Fondation pour la recherche médicale depuis 2017. Et il faut le signaler, président du conseil d'administration du groupe AXA. Alors, je le dis parce que votre parcours est imprégné de philanthropie qui vous a conduit, entre autres, vers cette fondation exemplaire et très respectée. Je peux en témoigner. Denis, présentez-nous un peu les grands principes de cette téléconférence. Merci Jean-François Lemoine. Et si nous avons fait appel à vous, c'est parce que vous êtes membre du jury des prix de la communication de la Fondation pour la recherche médicale. Et à ce titre, c'est pour nous un plaisir et un honneur que vous acceptiez de nous accompagner dans cette soirée de la recherche. Et donc, c'est une soirée d'une forme particulière. Oui, parce que c'est ce qui nous... Enfin, le monde a changé depuis ce début d'année et malheureusement, eh bien, ça a perturbé, je suis bien placé pour le savoir, le monde de l'information. Absolument. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis très heureux de participer avec vous à cette soirée de la recherche de la Fondation pour la recherche médicale. D'habitude, nous organisons cette soirée, comme on dit maintenant, en présentiel, dans notre siège de la rue de Varennes. Ce soir, ça n'est pas possible. Grâce à ça, nous avons, j'espère, plus de monde parce que vous n'avez pas eu à affronter la pluie et les embouteillages. Mais c'est important pour nous de vous donner l'occasion de savoir plus sur la recherche médicale puisque la Fondation repose entièrement sur ses donateurs. Et ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Karine Lacombe. Oui, alors Karine Lacombe, une chercheuse parmi les plus brillantes de sa génération, vous le soulignez. Tout à fait. Karine Lacombe, donc, c'est une médecin-chercheuse qui est spécialiste de la recherche sur le virus du sida, le VIH, et sur les hépatites, qui est chef de service à l'hôpital Saint-Antoine sur les maladies infectieuses et qui a en plus l'avantage d'être coordinateur d'un projet de recherche qui s'appelle Coriplasme, qui consiste qui est un projet sur lequel qui est financé en partie par la Fondation pour la recherche médicale et qui est un projet qui consiste à utiliser le plasma sanguin de personnes qui ont été malades du virus de Covid-19 qu'on va réinjecter, dont on va réinjecter les anticorps dans des personnes qui ont des formes graves de la maladie. Et donc, c'est très important pour nous d'avoir cette occasion. Oui, d'ailleurs, on en reparlera largement avec Karine Lacombe parce que c'est vrai que c'est un travail très, très original. Alors, ça a échappé à personne que cette année est très, très particulière. Mais il faut souligner une chose, vous avez été extrêmement réactif pour vous engager la FRM en soutien de la recherche contre la Covid-19, et cela dès le mois d'avril. Oui, dès le mois d'avril, nous nous sommes dit qu'il fallait accompagner les recherches sur le Covid-19 et nous nous sommes rapprochés de l'Agence nationale de la recherche et d'un consortium placé auprès de l'INSERM qui s'appelle Reacting, qui travaillait sur les recherches cliniques,
pour voir de quelle façon nous pouvions les accompagner en finançant des recherches sur le Covid-19. Et concrètement, ça s'est traduit par quoi ? Concrètement, nos donateurs ont été au rendez-vous, nos partenaires ont été au rendez-vous, et nous avons levé près de 6 millions d'euros, ce qui nous a permis de financer 31 projets, 28 projets de recherche fondamentale et 3 projets de recherche clinique sur le Covid-19. Alors, ça a échappé à personne que cette année, les cliniciens sont élevés aussi contre l'abandon des autres maladies. Tout pour la Covid et effectivement, par moments, des trous dans le suivi des autres maladies. Ça n'a pas été votre cas ? Non, ça n'a pas été notre cas parce que la FRM a été créée par des chercheurs pour financer la recherche médicale et nous finançons la recherche médicale sur toutes les maladies. Maladies cardiovasculaires, maladies infectieuses, maladies neurologiques, psychiatrie, l'ensemble des domaines de la recherche médicale. Et nous finançons chaque année plus de 400 projets de recherche dans toutes les disciplines et nous accompagnons notamment beaucoup de jeunes chercheurs. Alors, la FRM s'est aussi fixée depuis 2019 pour donner un coup d'accélérateur à la recherche sur certaines pathologies ou thématiques qui représentent des enjeux de santé majeurs en France et dans le monde. Expliquez-nous concrètement en quoi cela consiste. Alors, nous avons décidé de lancer des travaux de recherche, de financer les travaux de recherche sur 2 axes prioritaires. Le premier, ce sont les maladies neurodégénératives, maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson, maladie de Charcot, sclérose en plaques, pour lesquelles nous avons déjà engagé plus de 10 millions d'euros et nous avons financé déjà 17 projets de recherche en misant sur l'interdisciplinarité parce que nous voulons amener sur ces maladies pour lesquelles on n'a pas encore trouvé de solution miracle des chercheurs venant d'autres disciplines. Ça, c'est le premier domaine. Le deuxième domaine, c'est santé et environnement. Ouais. Alors, c'est un thème qui est à la mode. On parle beaucoup de pesticides, on parle de changement climatique. Et c'est des domaines qui sont insuffisamment financés. Nous avons financé un premier appel à projet à hauteur de 4,5 millions d'euros pour financer 9 projets de recherche. Et nous espérons mettre 30 millions d'euros d'ici 2025 pour financer des projets de recherche sur santé et environnement, qui est un sujet qui nous touche, chacun de nous et sur lequel nous espérons que nos donateurs vont nous suivre. Alors en conclusion, autant d'enjeux qui montrent que la recherche médicale est plus que jamais au cœur de vos priorités ? Absolument. La recherche médicale est au cœur de nos priorités. Nous avons besoin, parce que c'est notre seule ressource, que les donateurs nous accompagnent sur ces projets de recherche. Mais je crois que j'ai assez parlé et je pense que c'est maintenant au professeur Karine Lacombe de nous expliquer tout ce que nous savons et nous ne savons pas, surtout ce que nous ne savons pas sur Covid-19. Merci beaucoup, Denis. Alors, on se retrouvera après notre entretien avec Karine Lacombe. Nous répondrons aux questions que vous avez pu vous poser en amont de cette conférence. Mais tout de suite, place au professeur Karine Lacombe. Karine Lacombe, bonsoir. Bonsoir. Vous avez dû rougir en entendant tous ces compléments vous concernant. Écoutez, rougir, c'est vrai que... Oui, c'est vrai, j'ai rougi. Bon, voilà, j'espère que c'est mérité. Vous travaillez beaucoup avec la Fondation. Oui, depuis de nombreuses années. Et d'ailleurs, je dois vous dire que c'est la Fondation pour la recherche médicale qui a financé mon Master 2 à l'époque, ce qu'on appelait à l'époque le DEA. Mais voilà, grâce à la FRM, j'ai commencé ma carrière de scientifique. Eh bien, des félicitations spontanées et mutuelles des deux côtés. Moi, je vais en rajouter, parce que pour vous avoir croisé sur des plateaux de télévision, autres que celui-ci, ça n'a pas été facile d'affronter les sceptiques, les peureux et bien évidemment les complotistes. Non, c'est vrai que surtout quand on n'est pas armé, vous savez, nous, quand on est médecin, quand on est chercheur et enseignant, on n'est pas formé finalement à affronter les médias. C'est un monde où je suis arrivée, on va dire, assez novice et spontanée. Et voilà, oui, après on essuie les plâtres et puis on apprend. Je pense que ça fait aussi partie de notre métier, de communiquer. Bien sûr. Que l'on communique à des étudiants, que l'on communique au grand public. À un moment, il faut passer par les médias et affronter. Vous avez tout compris, et c'est toujours ce que j'explique à des gens comme vous, mais vous avez parfaitement tenu la barre dès le mois de février, il faut le dire. C'est pourquoi votre expérience de presque 1 an nous intéresse au plus haut point. D'ailleurs, je dis 1 an. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend sur la Chine, on aurait peut-être pu être interpellé un peu plus tôt qu'il y a 1 an, non ?
disons que pour que les informations sortent de Chine et que des informations objectives arrivent en Occident, c'est assez compliqué. Et effectivement, maintenant, on sait avec le recul et puis avec finalement ce qui a pu filtrer de Chine que probablement l'épidémie a commencé bien plus tôt que ce qu'on a bien voulu dire. Elle n'a pas commencé fin décembre ou début janvier. Elle aurait probablement commencé au début de l'automne, septembre-octobre, avec déjà des premiers cas de toute façon en Europe dès le mois de novembre. Donc oui, il y a eu beaucoup de choses cachées et peut-être que il y aurait eu un autre tournant de l'épidémie, une autre évolution de l'épidémie si on avait été dans un pays plus démocratique. Ouais. Vous avez senti tout de suite que c'était sérieux, vous ? Vous n'êtes pas du groupe des grippettes ? Non, je n'ai pas été du groupe des grippettes, mais après c'est... Non, c'est aussi bravo. On a le droit d'être content de ces intuitions. Hein. Oui, alors, est-ce que j'ai eu de l'intuition ? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai été très interloquée, interpellée assez rapidement, dès la fin du mois de décembre, début du mois de janvier, et très à l'écoute de ce qui sortait, de ce que l'on disait, l'OMS, les conférences de l'OMS. Et puis, avec beaucoup de collègues épidémiologistes, on a commencé à pas mal discuter et se dire, est-ce que c'est comme le SRAS de 2002 ou est-ce que la donne est vraiment différente ? Et bon, il s'est avéré assez rapidement que la donne était différente. On a perdu du temps, beaucoup, un peu ? Est-ce qu'on a perdu du temps ? Je pense que c'est difficile d'appréhender un phénomène épidémique, en particulier quand l'information vient d'un pays fermé où tout est contrôlé et où on a vite vu que l'OMS était vraiment dans la négociation sur l'accès à l'information. L'accès au pays même pour pouvoir évaluer ce qu'il s'y passait et que l'OMS a été obligée de faire des compromis pour que la Chine ne ferme pas complètement ses frontières et l'accès à l'information. Donc est-ce qu'on aurait pu faire mieux ? Oui, on aurait pu faire mieux dans un pays plus transparent. Mais en l'occurrence, est-ce qu'on aurait pu faire mieux avec la Chine ? Je ne pense pas. On aurait pu aussi peut-être avoir d'autres stratégies, mais ce n'est pas le propos de cette émission. On aimerait discuter avec vous de tout ça. Mais là, on va se limiter à deux thèmes, qui est espoir thérapeutique et piste vaccinale. Le premier, celui des traitements, induit le second, puisque c'est parce que nous ne disposons pas d'un traitement que la vaccination est aussi importante. Oui, c'est vrai qu'en l'espace de quelques mois, on a essayé de faire au mieux, d'abord de repositionner des traitements potentiellement antiviraux ou anti-inflammatoires qui pouvaient agir sur la phase de la maladie qui était la plus dangereuse pour les patients. Et puis, en même temps que l'on a enclenché cette recherche sur les molécules repositionnées, on a également enclenché de la recherche sur des molécules qui sont plus ciblées sur le virus, mais également toute la stratégie vaccinale, puisqu'on a très vite vu, parce qu'on connaît quand même les coronavirus, donc il y a des constantes entre tous les coronavirus, et on a très vite vu que c'était une maladie pour laquelle on pouvait développer un vaccin. Donc effectivement, tout a démarré en même temps, on va dire. On arrive on a quand même fait beaucoup de progrès thérapeutiques et vaccinaux en très peu de temps finalement. Oui, petit aparté, parce que beaucoup de gens opposent en ce moment le fait qu'on n'a toujours pas trouvé un vaccin contre le sida, alors qu'on a trouvé en moins d'un an celui, alors que ça n'a rien à voir. Absolument. En particulier parce que dans le sida, il y a un traitement et qu'il y a des gestes barrières qui fonctionnent. Et il paraît que le virus est tellement différent qu'on ne peut pas... Oui, bien sûr, ce ne sont pas du tout les mêmes virus. Et de toute façon, dans les coronavirus, en particulier dans le SARS-CoV-2, il y a une protéine, il y a une protéine, un gène qui ne mute, qui est extrêmement stable, qui permet d'avoir une cible vaccinale qui reste extrêmement stable, ce qui n'est pas du tout le cas du VIH. Ce sont deux virus qui n'ont strictement rien à voir. Alors, on a beaucoup tâtonné au début, vous l'avez dit, avec des vieux médicaments. On ne s'arrêtera pas sur l'épisode hydroxychloroquine avant que vous vouliez y revenir. Non, je pense que le chapitre est clos quand même. Voilà, c'est ce que je pense aussi. Pour commenter d'ailleurs ce qui est d'abord maintenant un protocole thérapeutique établi maintenant à l'hôpital, vous avez des protocoles, et aussi bien pour la médecine générale que l'hôpital. Bon, le paracétamol, incontournable ? Disons que si on revient quand même sur l'histoire naturelle de la Covid-19, 80% des personnes infectées, et heureusement, sont soit asymptomatiques, soit ont des symptômes assez mineurs. En fait, la phase virale de l'infection est très courte, 7 jours environ, et pour l'instant, on n'a pas développé de médicaments qui permettent de raccourcir cette phase virale. C'est en cours, il y a des médicaments en développement, mais pour l'instant, on n'en a pas. Donc c'est vrai que le paracétamol, en fait, est un traitement symptomatique pour combattre les symptômes légers de la Covid-19. C'est une maladie qui, contrairement à ce qui s'est passé dans les premiers mois, est une maladie très médecine générale et je traite à la maison, en fait.
Pour la plupart des cas, oui, oui, heureusement. Mais ce qui est extrêmement important, c'est de savoir dépister, diagnostiquer les patients qui sont à risque d'aggravation, de façon à ce qu'ils n'arrivent pas trop tard à l'hôpital. Et ça, c'est vraiment le rôle extrêmement important des médecins généralistes, de surveiller leurs patients, en particulier ceux qui sont à risque. Donc, vous savez, c'est les patients qui sont en surpoids, les patients qui ont l'hypertension artérielle, du diabète, etc. Et qui peuvent, en fait, décompenser très vite une maladie grave. Alors maintenant, les généralistes utilisent même l'oxygène à domicile, ce qui est nouveau. La dexaméthasone, qui est un vieux médicament, un anti-inflammatoire qui s'est révélé être très efficace, et les anticoagulants par là-même. C'est pas du traitement de médecine générale, ça c'est... Alors non, vraiment, quand un patient a besoin de dexaméthasone, c'est qu'il a besoin de plus de 3 litres d'oxygène. Il doit absolument avoir une surveillance hospitalière, au moins jusqu'à ce qu'il ait passé ce cap, ce qu'on appelle ce fameux cap, cet orage cytokinique, cet orage inflammatoire, qui, dans un nombre de cas assez important, entre 20 et 30% des cas, peut les amener en réanimation. Donc il faut absolument que le patient soit sous surveillance à l'hôpital, que l'on mette en place la corticothérapie, donc avec la dexaméthasone, que l'on évalue l'importance d'une anticoagulation soit préventive, soit curative, pour qu'il puisse en bénéficier, parce qu'on a vu que dexaméthasone et bonne anticoagulation et bonne oxygénothérapie diminuaient de façon importante la mortalité. 25% quand on n'est pas en réanimation, 30% quand on est en réanimation, ce qui est énorme. Gros progrès thérapeutique malgré tout. Ce qui est intéressant, parce qu'il n'y a pas que vous qui avez appris pendant cette maladie, tous les médecins ont appris. Bien sûr, on a tous progressé ensemble. On a commencé avec une maladie infectieuse, puis qui est devenue une maladie pulmonaire, puis qui est devenue une maladie de la coagulation. Oui, une maladie de système. Maladie de système, donc tout ça, ça a été ça s'est acquis en marchant. Avant qu'on revienne un peu sur l'hôpital, il y a une polémique sur les nouveaux médicaments spécifiques, les antiviraux. Qu'est-ce qu'on peut dire du remdesivir et du tocilizumab ? Alors, tous les antiviraux, tels qu'ils soient, c'est-à-dire les molécules qui vont interférer avec le cycle de réplication virale, sont des molécules qu'il faut positionner tôt dans la maladie. Donc, soit quand on est encore en ambulatoire, donc à domicile, donc il faut des médicaments comprimés, il y en a certains qui sont en cours de développement, soit quand on est à l'hôpital, mais en phase très précoce. Le problème du remdesivir, c'est qu'il a été évalué dans des stades assez précoces à l'hôpital, mais également dans des stades avancés. Et on a vu que dans un stade avancé de la maladie, eh bien, les antiviraux n'ont pas d'efficacité. Le remdesivir, comme d'autres molécules, vous savez, on a aussi évalué des anticorps monoclonaux, donc avec une activité antivirale, et certains ont été arrêtés parce qu'en fait, ils ont été évalués chez des patients qui étaient trop avancés dans la maladie. Donc il y a encore un espoir, il y a encore un espoir avec les antiviraux, mais il faut les positionner très tôt. En revanche, donc, le tocilizumab, qui est plutôt un immunomodulateur, lui, va s'adresser à la phase plus avancée de la maladie. Donc, quand on est déjà dans cet orage cytokinique avec cette phase inflammatoire. Et là aussi, le tocilizumab, pour l'instant, ne fait pas encore l'objet d'une autorisation de mise sur le marché. Les résultats sont assez contradictoires. Il semblerait que quand on le positionne au bon moment, c'est-à-dire pas trop tôt, mais pas trop tard non plus, il puisse avoir un intérêt. C'est vraiment tout le problème, en fait, des molécules repositionnées. C'est qu'il faut avoir un bon timing pour les administrer aux patients, et ça, c'est encore en cours d'évaluation. Et c'est là où la collaboration est importante. Alors, je sais que vous connaissez bien le professeur Mohamed Moti, qui est un de nos meilleurs hématologues, qui s'occupe d'une autre nouvelle incroyable, qui est les carticelles, qui sont c'est encore un truc formidable qui a été mis au point dans les cancers du sang. Mais eux, ils ont cet orage cytokinique quand ils filent les carticelles. Et vous avez beaucoup appris justement de la façon dont ils le gèrent. Bien sûr, absolument. Alors, vraiment, l'orage cytokinique avec les carticelles est 10 fois, 100 fois plus important que ce qu'on voit dans la Covid-19. Et d'ailleurs, certains spécialistes internistes disent que ce n'est pas vraiment un orage cytokinique ce que l'on voit dans la Covid-19. En tout cas, nous, à notre petite échelle d'infectiologues qui gérons les maladies infectieuses, les maladies virales, c'est la première fois qu'on voit une telle réponse immunitaire avec une maladie virale, et en particulier une maladie de virus respiratoire. Donc, c'est vrai que très tôt, le
tocilizumab a été repositionné. C'est un des meilleurs traitements de l'orage cytokinique induite par les CAR-T-cells. Et donc, il a été repositionné très tôt, dès mars, sur la Covid-19, avec des résultats qui, dans certains cas, sont assez spectaculaires. Et puis, dans d'autres cas, ça ne marche pas. C'est vraiment une histoire de timing. Oui, surtout que je l'ai présenté comme un antiviral. Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. C'est le un immunomodulateur, un immunomodulateur. Bon, le patient arrive à l'hôpital, on dit entre 25 et 35%. C'est le bon taux qui devrait arriver à l'hôpital ou c'est encore trop, ça? Non, c'est trop. On pense plutôt entre 15 et 20% entre 15 et 20%. Alors là, il y a encore des procédures qui ont changé parce que mars-avril, direct la réanimation, souvent l'intubation et ça se passait mal. Là, maintenant, vous, les services de médecine, vous les gardez un peu plus longtemps. Oui, c'est vrai qu'on essaie au maximum de potentialiser l'oxygénothérapie, en particulier en délivrant de l'oxygène à haut débit en salle de médecine ou alors en soins intensifs, mais hors réanimation, et en utilisant des méthodes d'oxygénothérapie que l'on n'utilisait jamais en salle de médecine auparavant, qui sont le décubitus ventral, par exemple, où on va mettre les patients sur le ventre de façon à libérer de la capacité pulmonaire. Et c'est vrai que ça a beaucoup retardé, voire empêché le passage en réanimation et l'intubation. Donc on voit, vraiment dans la Covid-19, on a découvert de nouvelles façons de mieux oxygéner qui permettent d'éviter la réanimation, l'intubation, toutes les complications liées à la réanimation. On utilise même, au début, il y a eu un débat sur l'utilisation des CPAP pour délivrer. Absolument. J'étais dans ce débat-là avec des gens extrêmement agressifs qui disaient que ça ne marcherait jamais, sauf que maintenant, et en fait, ça marche très bien. Bien sûr, oui, tout ce qui est... invention française, en absolument, plus. Les sondes de Boussignac, par exemple, et tout ce qu'on utilisait... Signale que M. Boussignac est mort, mais pendant l'épidémie, mais c'est lui qui avait mis ce système. Alors, il faut savoir que Karine Lacombe a aussi un autre truc, c'est qu'elle s'intéresse aux malades très graves. Vous, les malades très graves guéris, c'est ceux-là qui vous intéressent, parce que vous allez leur prélever des anticorps. Alors, oui, c'est vrai, bien sûr. Donc, la plasmathérapie, le transfert d'immunité passive. Alors, c'est vrai qu'on a très tôt, dès mars, on s'est intéressé à cette technique en fait antivirale, puisqu'on administre des anticorps de patients guéris à des patients qui sont malades d'une maladie virale. Donc ça a été utilisé dans plusieurs infections virales. C'est évident comme idée. C'est vous qui l'avez eu l'idée ? Non, pas du tout. Non, vous savez que c'est l'une des plus anciennes thérapeutiques antivirales. Ça date de 1900, le premier prix Nobel. Avoir l'idée de l'appliquer là. Alors, ce n'est pas. Il y a d'autres équipes qui le font. On n'a pas. Oui, bien sûr. Alors, surtout à l'international, il y a eu des essais en Angleterre, aux États-Unis, en Amérique latine. Les tout premiers qui ont publié des résultats sur l'efficacité du plasma dans la Covid-19 sont des Chinois. Donc, c'est une équipe chinoise. L'essai a été interrompu parce que le remdesivir est arrivé sur le marché en Chine et les patients ont plutôt été traités avec du remdesivir. Mais ce premier essai chinois était plutôt probant, mais sur un petit nombre de patients. Et puis, chez les patients chez lesquels le plasma était transfusé tard, il n'y avait pas d'efficacité. En revanche, chez ceux qui étaient transfusés tôt, il y avait une tendance à l'efficacité. Mais moi, je vous ai rencontré à cette époque, au début, vous avez lancé ça. Vous étiez extrêmement enthousiaste. J'ai l'impression que l'enthousiasme s'est un petit peu diminué par la suite. Effectivement, il y a quand même eu 4 essais randomisés internationaux dont on a eu les résultats ces 2 derniers mois, qui ne montrent pas d'efficacité du plasma chez les patients qui ont une pneumonie hypoxémiante. Alors, peut-être lié à 2 raisons. La première, c'est que chez certains patients, le plasma est transfusé tard, c'est-à-dire après le 10e jour, au moment où on n'est plus vraiment en phase virale, mais plus en phase anti-inflammatoire. Et le plasma de convalescent n'a pas d'activité anti-inflammatoire. Et puis, certains patients, dans certains essais, les patients étaient transfusés avec un plasma qui était peu riche en anticorps. Donc, on est dans la même problématique avec le plasma qu'avec le remdesivir ou les autres traitements antiviraux. C'est vraiment une histoire de positionnement. Mais là où on a des résultats qui sont très intéressants et qu'on est en train de creuser, c'est la transfusion de plasma chez les patients qui sont immunodéprimés, en particulier en lymphocytes B, qui ne peuvent donc pas produire d'anticorps. Et ils ont des formes un peu traînantes et souvent à étapes de Covid-19 et on a publié une petite série de données très encourageantes et on est en train de consolider les résultats sur une série beaucoup plus grande. Donc vous continuez. On dit que c'est quand même une méthode qui est difficile et coûteuse, c'est vrai ? Alors, c'est une méthode
Alors, difficile et coûteuse, pas plus compliquée que le développement d'un antiviral, voire moins. Oui. Le seul problème, c'est qu'il faut avoir les donneurs pour avoir assez de plasma. Donc, ça ne peut pas être quelque chose qui est industrialisé. En revanche, ça peut être une très bonne preuve de concept pour développer des immunoglobulines vraiment dirigées contre le SARS-CoV-2. Et c'est ce qui se passe actuellement avec des industriels qui sont en train d'investir dans cette voie thérapeutique-là. Ça a au moins un avantage, c'est que vous êtes intéressé à la solidité de l'immunité acquise par la maladie. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Qu'elle est moyennement solide, cette immunité, par les anticorps? Alors, c'est vrai qu'il semblerait que l'immunité conférée par la Covid-19, en particulier chez les patients qui ont eu peu ou pas de symptômes, ne soit pas très solide, ne dure pas tellement dans le temps, sauf chez ceux qui ont eu une maladie assez grave, où on a pu voir qu'il y avait des anticorps plus de 6 mois après la guérison. Donc, on ne pense pas pouvoir atteindre l'immunité collective. En tout cas, des pays comme la Suède, par exemple, qui l'ont prôné et qui, du coup, n'ont pas confiné, ont eu des gestes barrières relativement minimes par rapport à ce que nous, on a pu vivre, eh bien, au bout de 6 mois de circulation quasi libre du virus, n'ont pas du tout atteint un taux d'immunité collective qui permettrait de se passer de vaccination. C'est pour ça que l'investissement dans la mise au point de vaccins a été essentiel. Alors, la littérature montre très peu de cas de réinfection réels, et puis je vous ai interviewé il y a 15 jours, vous m'avez dit, mais moi, des réinfections, j'en vois toutes les semaines. Alors oui, toutes les semaines, je pense que j'ai un peu exagéré, mais vraiment, on en voit relativement régulièrement, sachant que tous ces cas de réinfection ne sont pas analysés de façon complète. C'est-à-dire qu'on a parfois des patients qui ont été infectés, qui ont eu des symptômes en mars, mais qui n'ont pas eu de test PCR parce qu'ils n'ont pas été hospitalisés. Vous vous rappelez à l'époque, on a l'impression que c'est il y a déjà très longtemps, mais c'est il y a seulement 6-7 mois. On ne faisait des tests PCR que quand on était à l'hôpital. Donc ces patients-là ont eu une vraie symptomatologie de Covid, mais sans test PCR. Et puis de nouveau une symptomatologie de Covid, cette fois-ci avec un test PCR positif en septembre ou octobre. Donc il semblerait que ce soit des cas de réinfection, des patients qui n'avaient pas de problème d'immunité, donc pas de raison d'avoir des Covid traînants. Donc oui, il y a des cas de réinfection. Tous n'ont pas été analysés comme tels, enfin en tout cas prouvés comme tels, mais sur le plan clinique, ça apparaît comme ça. Donc ça prouve que cette immunité qui va être acquise grâce au vaccin va être regardée au microscope, parce que c'est quand même important. Oui, alors c'est ce qu'on voit déjà dans les résultats préliminaires des essais vaccinaux. Les patients qui ont développé des Covid-19 dans le bras placebo ont une immunité qui dure moins longtemps que celle qui a été conférée par le vaccin dans le bras vacciné. Donc effectivement. Bon, le temps passe très vite avec vous, donc on est à la moitié de cette émission. On va passer maintenant au vaccin. Honnêtement, en février, au moment où l'histoire de l'épidémie commence, vous espériez un vaccin pour quand? Soyez honnête, là. Très vite. Alors, écoutez, moi, je pense avoir dit assez tôt qu'on aurait probablement un vaccin pour l'été 2021. D'accord. Donc, je pense qu'on est un peu dans le timing, on est même plus rapide que ce que je pensais. Le premier Français vacciné va l'être avant la fin de l'année. En janvier. Vacciné, donc oui, alors on va voir. Ah oui, bon, enfin, il y aura au moins un Anglais. Il y aura au moins un Anglais vacciné. Il y aura au moins des Anglais, non, mais ça veut dire simplement, mais janvier, quoi. Comment une spécialiste des maladies infectieuses comme vous pouvez imaginer qu'avant la fin de l'année, il y aurait 3-4 vaccins candidats. C'est incroyable, hein, non, mais vraiment, on est d'accord. C'est une vraie révolution scientifique quand même, absolument. Belle révolution. Bon, souvent on attaque l'industrie pharmaceutique à juste titre, mais là, c'est quand même un exploit. C'est un exploit de l'industrie pharmaceutique, mais c'est aussi un exploit de la recherche fondamentale, d'abord, parce qu'il faut quand même savoir que si ces vaccins ARN vont arriver, on va dire, en moins de 10 mois sur le marché, ça fait 10 ans au moins que la technique est en développement. Et on peut remercier tous ces chercheurs en sciences fondamentales qui ont investi beaucoup de temps, souvent très peu rémunérés au final, pour quand même qu'au bout de 10 ans, on ait une application majeure de cette technologie vaccinale. C'est vrai que l'ARN messager, qui est semblé pour les médecins, est un mot nouveau, barbare, sortant. On en parle en cancérologie depuis un certain temps. Absolument, on en parle en cancérologie. Voilà. Et pour la première fois, alors on en parle en maladie infectieuse depuis plusieurs années. Nous, c'est une technologie qu'on enseigne quand on fait de la vaccinologie. Mais à chaque fois, on a dit, pour l'instant, on n'a pas de vaccin en maladie infectieuse de type ARN messager. Et voilà, pour la première fois, en 10 mois, on a au moins 2 candidats vaccins avant la fin de l'année. C'est un gros exploit. Alors, il va falloir vous y habituer, Karine Lacombe, pendant les mois qui viennent, répondre à cette question des centaines de fois, aussi bien dans la sphère privée que
avec vos malades. Docteur, je choisis quel vaccin? D'ailleurs, est-ce qu'on aura vraiment le choix? Je pense qu'on n'aura pas le choix, un peu comme le vaccin contre la grippe. Quand vous allez à la pharmacie, votre médecin vous prescrit vaccin contre la grippe et puis le pharmacien vous donne ce que son grossiste répartiteur lui aura fourni. Donc là, ça va être exactement la même chose. Je ne pense pas que l'on puisse choisir son vaccin. On n'est pas au supermarché. Tous les vaccins qui vont être homologués pour le territoire français auront été revus par l'Agence nationale de sécurité du médicament, auront eu une autorisation de mise sur le marché et donc on sera vacciné par le vaccin disponible à l'endroit où on va aller pour se faire Même vacciner. le professeur Karine Lecombe n'aura pas un petit coup de cœur pour un vaccin, non? Non, moi je fais confiance aux autorités de santé dans l'évaluation des vaccins. Je pense que c'est important de laisser aux spécialistes de l'évaluation vaccinale la délivrance de l'autorisation mise sur le marché. Donc non, je suis entièrement confiante. Alors, dans mes collègues, parce qu'il y a beaucoup d'infectiologues dans les comités vaccinaux, heureusement. On va voir rapidement quels sont les vaccins susceptibles d'arriver jusqu'à notre épaule, parce que le laboratoire en fait preuve d'imagination. Pour rester quand même sur là-dessus, Axel Kahn me disait l'autre jour qu'il aurait bien aimé avoir un vaccin empruntant la vieille technique, le vaccin chinois, par exemple, disponible en France. Est-ce que c'est une réflexion qui vous fait dire que c'est un propos passéiste? Non, mais il y a des candidats vaccins qui sont développés avec le vaccin vivant atténué ou du vaccin tué, enfin du vaccin inactivé. Alors, est-ce que c'est ceux-là qu'on va avoir en France? Je ne sais pas. Mais il y en a qui sont en... Il y a le chinois déjà. Oui, alors après, le problème du chinois, c'est que, un peu comme pour le vaccin russe, c'est qu'on n'a quand même pas beaucoup de données. Alors, vous allez me dire, les essais de phase 3 pour les vaccins à ARN messager ne sont pas encore publiés. Mais bon, on n'a pas... De toute façon, on n'a pas accès, sauf qu'ils vont peut-être être tentés de le vendre un peu partout. Ouais. Apparemment, le Maroc a l'air d'aller vers ça. Est-ce qu'on doit faire taire les critiques de modernisme qu'il y a sur la recherche? Derrière les gens qui disent, ça a été un peu vite, il aurait fallu quand même faire des vaccins traditionnels. Et puis alors que les ARN, eux, en fin de compte, ils se développent plus vite, ceux-là. Oui, ils se développent plus vite parce que la technologie s'y prête. Mais vraiment, il y a quand même beaucoup de gages de sécurité dans l'utilisation de ces vaccins ARN messagers. Comme je vous disais tout à l'heure, ça fait plus de 10 ans que la technique est en développement. Elle a été peaufinée de façon à assurer le maximum de garanties en termes de tolérance d'effets secondaires. Moi, je suis assez confiante. Je pense que le modernisme peut aussi être un avantage. Et la preuve, on a quand même une pandémie qui nous a énormément affectés sur le plan économique, également sur le plan sociétal. Maintenant que, grâce au progrès thérapeutique, on va avoir accès à un vaccin rapidement, on ne va pas dire non, on va rester dans l'épidémie avec toutes les conséquences sociales et économiques. On reproche un peu aux firmes de progresser par... communiqué de presse, ça c'est fini. Maintenant, on a un monsieur vaccin en qui on peut avoir toute confiance. On est en plein dans l'actualité. Presque le meilleur d'entre nous. Voilà, c'est gentil de dire ça, mais en tous les cas, je pense. C'est quelqu'un de formidable. Et faites-moi confiance, je le connais, il ne laissera rien passer. Exactement. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi on n'a pas pensé à lui bien plus tôt. Moi, si j'avais une critique à faire sur la planification de la stratégie vaccinale, c'est qu'on aurait dû tout prévoir depuis septembre. Oui, c'est vrai qu'on savait que le vaccin arrivait. Même sans savoir quand le vaccin allait arriver exactement, mais au moins s'y prendre beaucoup plus tôt, nommer un monsieur vaccin comme monsieur Fischer très tôt, pour que au début décembre, on ait déjà une politique vaccinale. Et Fischer, il n'a pas fait ses études pendant le mois d'août. Il était déjà extrêmement présent sur tous ces sujets. Bien sûr. Rappelez tous les travaux qu'il a fait sur la thérapie génique et tout ça. Bien sûr. Donc, moi, j'insiste beaucoup parce qu'on a une grosse responsabilité quand on a fait des déclarations publiques pour dire voilà quelqu'un en qui, moi, j'ai une totale confiance. Alors, parmi ces dossiers de laboratoire qui sont arrivés, évidemment, ils ont fuité, ou même ils ont été fois donnés à certains experts et à la presse. Là, on est en train de les analyser vraiment sérieusement, mais ce n'était pas le cas il y a encore une semaine. Alors, l'efficacité, bagarre sur l'efficacité et des efficacités impressionnantes. Oui, c'est une très bonne nouvelle. 90-95% d'efficacité, c'est vraiment très élevé pour un vaccin. Alors, je dirais qu'il faut quand même faire attention, c'est que c'est une efficacité à court terme, donc très peu de temps après avoir fini le schéma vaccinal, on a envie de savoir ce que ça va être. Alors, à 3 mois, ça y est, on commence à avoir des données. Voilà. Oui, on commence à avoir des données. Après, on veut aussi savoir ce que ça va donner à 6 mois, à 1 an, pour être sûr qu'on ne va pas être obligé de se revacciner tous les 6 mois.
on ne peut pas avoir la réponse de toute façon. Déjà, en perdant quelques pourcentages d'efficacité, ils seront au niveau de ceux qui commencent avec des efficacités comme l'AstraZeneca. D'ailleurs, on ne sait pas très bien. Il y a une histoire là-dessous que je n'ai pas très bien compris. Bien, en fait, l'histoire avec l'AstraZeneca, elle est assez simple, entre guillemets. Je tends à penser que le laboratoire a été assez transparent sur la raison pour laquelle cette efficacité est moins importante. Vous savez, il y a 2 groupes de patients qui n'ont pas été vaccinés avec les mêmes schémas vaccinaux. Un schéma vaccinal a montré une efficacité à 64%, l'autre à 90%. Donc c'est la combinaison des 2 qui donne une moyenne à 70%. Et c'est pour ça qu'il y a un autre essai en cours pour confirmer le bon schéma vaccinal, celui qui donne une efficacité à 90%. Voilà. Je trouve aussi que ça, c'est important parce que ça prouve qu'il y a une transparence, que les patients ont été très bien suivis et que l'essai, surtout, a été bien monitoré et qu'on peut avoir confiance en les données qui ont été publiées. Mais pour comprendre que cette efficacité est remarquable, rappelez-moi l'efficacité du vaccin contre la grippe. C'est beaucoup, beaucoup plus faible. Ça dépend des années. Parfois, donc là, de 10, on est de l'ordre du vaccin contre la rougeole, là. Exactement. Exactement. Donc, c'est très bonne efficacité. Et le vaccin contre la rougeole, ça tient quasi toute la vie. Oui. Dans ces circonstances après, on a un autre problème qui s'appelle l'immunosénescence, que vous connaissez bien dans les plasmas que vous étudiez. Là, on commence à avoir l'idée que ça va marcher chez les gens âgés, mais on n'en a pas encore la confirmation totale. Ça, c'est vraiment le cas avec tous les vaccins. À partir de 65 ans, l'efficacité vaccinale est moins importante. Donc, il va falloir faire avec et peut-être faire d'autres schémas vaccinaux, peut-être revacciner, peut-être vacciner avec des doses plus fortes. Donc, on voit que l'étendue de la recherche vaccinale contre la Covid-19 n'est pas clos avec l'arrivée sur le marché de 3, 4, 5 ou 6 vaccins. On va en avoir vraiment pour longtemps. Alors, bien évidemment, notre président a dit un petit mot du vaccin de Sanofi. Je pense qu'il y avait quand même un côté donner un petit coup de main à un produit français. Bon, ils ont 6 mois de retard quand même, mais c'est une autre technique ? Oui, c'est une autre technique donc, qui est plus longue à mettre au point. Enfin, ce n'est pas le vaccin qui a le plus de... Alors, est-ce qu'on peut vraiment parler de retard ? Je pense que de toute façon, on ne va pas avoir besoin que de 1, 2, 3 ou 4 vaccins. Il y a tellement de personnes à vacciner et que chaque industriel ne pourra pas produire des centaines de millions de doses vaccinales. Donc, chaque vaccin va arriver en son temps et puis après, on verra. Si on regarde les stocks commandés en fonction de... que ce soit Astra, Moderna et Pfizer, on a de quoi vacciner quelques dizaines de millions de Français avant que le Sanofi arrive. Donc, après, on ne parle pas que des Français. Je pense qu'il faut aussi penser... Mais il y a un enjeu financier extrêmement important dans cette course au vaccin. Absolument. Ce qu'on attend comme confirmation, parce que l'efficacité, c'est bien, mais on aimerait bien savoir si on est moins contaminant quand on est vacciné, parce que c'est comme ça qu'on va tuer l'épidémie. Alors, en fait, effectivement, il y a deux effets possibles d'un vaccin. C'est soit empêcher la contamination, soit empêcher de faire une forme grave quand on est contaminé. C'est exactement ce qui se passe avec la grippe, d'ailleurs. C'est pas parce qu'on est vacciné qu'on ne peut pas faire de grippe, on le sait bien. En revanche, souvent, la grippe est quand même beaucoup moins grave, avec des symptômes plus mineurs, que quand on n'est pas vacciné. Donc, avec les vaccins contre la Covid-19, on espère avoir ces deux effets-là. Que même chez les personnes qui sont en échec de vaccination, eh bien, si elles développent une Covid-19, qu'elle soit moins grave et que surtout le patient ait moins de virus à transmettre. Vous êtes confiante sur cet aspect-là qui est quand même extrêmement important. Oui. On commence à avoir des données, par exemple, chez les patients qui sont en échec de vaccination des vaccins ARN, il y en a peu, mais ces patients-là qui ont fait une Covid-19 ont fait une Covid-19 très modérée avec peu de virus. Donc on peut espérer qu'à grande échelle, ce soit le cas aussi. Alors il y a un critère de choix dont on ne parle pas du tout, pourtant c'est le prix. Quand on voit le prix des 2 vaccins ARN messager et AstraZeneca, on est de l'ordre de 5-6 euros. Pour les autres, on est de l'ordre de 40-50. Ça ne rentre pas en ligne de compte. Après, écoute, ça c'est compliqué. C'est une question qui est compliquée à répondre parce que je pense qu'il y a beaucoup de négociations. Enfin, tout est affaire de négociations entre les gouvernements, l'Europe, les fabricants de vaccins. Et ce n'est pas parce que le coût facial du vaccin est annoncé
tel quel qu'au final, c'est le coût qui aura été payé, enfin c'est le prix qui aura été payé pour l'avoir. C'est comme pour les médicaments de toute façon. On sait très bien que le coût facial, le prix facial n'est pas toujours ce qui est vraiment payé au final. Vous sentez une revaccination chaque année, ou là encore vous êtes optimiste en disant que ça pourrait le faire? C'est difficile de dire. Il n'y a pas d'élément de dire pour l'instant, on ne sait pas trop. Enfin, on a une efficacité vaccinale à 3 mois. C'est difficile de se projeter à 12 mois. Enfin, on aimerait que ce ne soit pas le cas quand même. Vous êtes bien placé pour voir que la solidité de l'immunisation, elle n'est pas si forte que ça, puisque dans vos études, vous voyez que quand même, elle chute très vite. Donc, Alors, elle chute très vite. Dans les vaccins, on ne sait pas. On voit que le taux d'anticorps baisse à 3 mois, mais est-ce qu'il va passer au-dessus d'un seuil où le patient ne sera plus protégé? On voit bien, par exemple, avec l'hépatite B, que ce n'est pas parce qu'on a un seuil, donc on dit que le seuil de protection est à 10, eh bien, qu'on soit à 12 ou qu'on soit à 300, on est protégé de la même façon. Donc là, on ne sait pas encore si... Voilà, la maladie va être proportionnelle au taux vaccinal acquis. Alors la stratégie de vaccination ne semble pas encore tout à fait bien établie et vous comme moi, on a pu se dire que ça aurait pu être préparé un peu en amont. Mais enfin, on sait maintenant les grandes dates de la vaccination. Et on sait aussi qui va vacciner. Alors on avait le choix entre la méthode des Allemands et les vaccinodromes et la méthode qui passe par le médecin généraliste. Apparemment, le vaccinodrome a été réfuté en France. Et les Allemands ont fait ça, eux. Oui, alors je pense que là, on a aussi un traumatisme collectif, peut-être encore inconscient, de ce qui s'est passé avec la grippe H1N1, la vaccination H1N1, où il y a des gymnases entiers qui ont été réquisitionnés pour vacciner, puis voilà, c'était un fiasco. Donc probablement qu'il y avait cette histoire en arrière-pensée quand on a décidé, enfin quand les autorités ont décidé de la façon dont on allait délivrer la vaccination. Moi, je pense que c'est important de remettre au centre de l'acte vaccinal, qui est un acte de prévention, la médecine générale. Qui a été méprisée tout au début moi, je ne dirais pas qu'elle a été méprisée. Je dirais pas qu'elle a été méprisée. Je pense que quand on est dans une situation d'urgence absolue, on a des réflexes de tout recentrer sur les hôpitaux. Parce qu'il faut savoir qu'au début, si vous vous rappelez la façon dont on se protégeait, avec ces espèces de casaques intégrales qui ressemblaient à ce qu'on utilisait pour Ebola, alors que maintenant... on est quand même beaucoup plus souple. Donc, c'est vrai qu'au début, l'absence de connaissances a fait qu'on a recentré sur les hôpitaux. A posteriori, on peut dire que c'est une erreur, mais parce qu'on juge l'histoire avec les connaissances actuelles. On ne va pas la refaire avec la vaccination. Et moi, je pense que c'est très bien que les médecins généralistes soient au cœur du processus de prévention vaccinale. Qu'eux ont une polémique avec les pharmaciens, parce que apparemment, les médecins généralistes aimeraient bien que les pharmaciens soient un petit peu là, mais pas complètement là. Après, on a envie de vacciner le plus grand nombre de personnes en un minimum de temps, donc il faut mettre en action toutes les forces vives, et ça concerne les médecins généralistes, les hôpitaux, les centres de vaccination, les pharmaciens, et il y en aura pour tout le monde. Merci Karine Lacombe. On retrouve tout de suite Denis Duverne et les questions des invités. Denis Duverne nous a rejoint. Denis, je pense qu'on peut féliciter Karine Lacombe. C'était exceptionnel. Merci beaucoup, oui, Karine, c'était formidable, parce qu'on sait maintenant beaucoup de choses qu'on a entendues un peu de façon éparse, et puis c'était clair, synthétique et très convaincant. Et on sait aussi le rôle qu'a joué la FRM dans la carrière de Karine Lacombe. Exactement, depuis le début. C'est quand même important. Merci. Merci à vous. Alors, avant de répondre aux questions qui nous ont été adressées par vous qui nous regardez, vous mentionnez que le soutien exceptionnel de la FRM à 31 projets de recherche, dont 5 d'entre eux apportent déjà des avancées. Vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors là, j'ai besoin de mes notes quand même. Je voudrais mentionner 2 projets. Un projet qui s'appelle Gène Covid, qui est porté par un consortium international dirigé par Jean-Laurent Casanova et Laurent Abel. Les équipes sont arrivées à identifier les premières causes génétiques et immunologiques qui expliquent 15% des formes sévères de Covid-19. Autrement dit, on n'est pas égaux devant la maladie, et il y a des causes génétiques qui expliquent les formes graves. Et ça, c'est très important, parce que vous avez évoqué le fait que dans certains cas, il fallait prendre la maladie très tôt. Et si on est capable de connaître ces formes génétiques, on pourra prendre la maladie très tôt. Le deuxième projet, c'est un projet qui s'appelle Cyclocov,
porté par Jean-Michel Pawlowski et Abdelhakim Ahmed Belkacem à l'Institut Henri Mondor de recherche biomédicale à Créteil. Ces chercheurs viennent de montrer l'efficacité in vitro de l'alisporivir, un composé antiviral initialement utilisé dans le traitement de l'hépatite C. Donc vous avez évoqué aussi ces réutilisations de médicaments existants contre le virus de Covid-19. Donc les chercheurs ont obtenu des résultats prometteurs et on est très heureux à la FRM que parmi les projets que nous finançons, dont certains vont s'étendre sur 18 mois ou 2 ans, il y ait déjà 5 résultats très intéressants, dont les 2 que je viens de citer, et puis celui sur le plasma qu'a développé Karine Lacombe. Karine Lacombe, les virus émergents, ça vous fait peur? Moi, j'ai toujours connu des infectiologues qui me disaient ça va arriver un jour. Bon, c'est arrivé. Oui, mais le pire est devant nous ou derrière nous? C'est difficile à dire. Enfin, c'est quand même la première pandémie, donc épidémie mondiale depuis très très longtemps. On a eu des épidémies locales ou loco-régionales. Ebola, par exemple, c'est un virus émergent. Le virus du sida, du VIH-sida, c'est aussi une pandémie, un virus émergent au début des années 80. Oui, on sait qu'on va être confronté à de nouvelles épidémies, en particulier à cause de la globalisation, l'internationalisation des échanges, la déforestation, les changements climatiques. Malheureusement, ça va arriver encore. Alors Denis, vous voyez où je veux en venir. Comment vous vous positionnez face au virus émergent à la FRM? Alors d'abord, ça fait plus de 10 ans que la FRM finance des travaux de recherche sur les virus émergents. Nous avons financé pour plus de 9 millions d'euros de travaux de recherche sur les virus émergents depuis 2009. Et donc, on va continuer. Et on va demander à notre comité de la recherche, qui est une des instances de la gouvernance de la FRM, de nous aider à définir, dans les années qui viennent, les appels à projets qui vont permettre de continuer à financer la recherche sur ces virus émergents. Et je vais le dire une nouvelle fois, pour cela, on a besoin que nos donateurs nous soutiennent, parce que c'est très important de pouvoir financer aussi cette recherche-là. Vous le demandez très modestement et gentiment. Je trouve que c'est très bien. Et on sait que c'est important. Tout le monde n'a pas votre classe. Et je pense que les gens vont être sensibles à ça. Il y a eu des questions de poser par les gens qui venaient assister à cette soirée. C'est les questions que vous m'avez remises tout à l'heure. C'est normal. On est là pour répondre à ces questions. Surtout Karine Lacombe est là pour répondre à ces questions. Bon, il y en a certaines, elle a déjà répondu, parce qu'on a dit beaucoup de choses. Donc, je vais essayer de trier et de vous poser les bonnes questions. La première question, alors il n'y a pas le nom de ceux qui l'ont posé. C'est dommage, parce que c'est toujours très sympa quand on est animateur de donner le nom de la personne qui a posé la question. Quelles sont les dispositions qui vont être prises par rapport à la vaccination des personnes ayant déjà eu Covid-19 ou encore qui ont une sérologie positive ou pas d'ailleurs, pour ceux dont la sérologie est devenue négative? Ça, c'est important. Pas de contradiction. Oui, non, c'est une très bonne question. En fait, on ne va pas faire de sérologie avant de vacciner. Donc, que l'on ait eu la Covid-19, que l'on ait des anticorps, que l'on n'ait plus d'anticorps, on vaccine tout le monde. Mais ce n'est pas une contre-indication? Pas du tout, absolument pas. Ça n'a jamais été une contre-indication de vacciner quelqu'un qui avait déjà eu la maladie contre laquelle on le vaccine. Absolument pas. Parce que la question suivante reprend un peu ça. Est-ce que les personnes qui ont déjà eu la Covid-19 encourent des risques supplémentaires avec la vaccination? Non, pas du tout. Vous êtes bien affirmative, on n'a pas encore les... Non, mais parce qu'en fait, on connaît... OK, c'est un virus qui est nouveau, mais les technologies vaccinales qui sont utilisées en dehors de l'ARN messager sont des technologies que l'on connaît déjà pour d'autres virus. Et il n'a jamais, quand on a fait la grippe, c'est pas parce qu'on a fait la grippe qu'il ne faut pas qu'on se vaccine contre la grippe. Si on a fait la rougeole, on peut perdre ses anticorps, c'est rare, mais ça peut arriver, et on peut être amené à être revacciné. Ou quand on a fait... Parfois, des patients ont fait une hépatite B et on les revaccine pour plein de raisons, éventuellement par erreur ou pour plein d'autres raisons. Ça n'a jamais eu d'impact négatif sur la santé. Donc, on n'a pas intérêt à refaire une sérologie, 60 millions de sérologies avant de revacciner. Pour rien? Non, non. Alors, une question qu'aurait pu poser ma femme. Est-il raisonnable de se faire vacciner le plus vite possible ou d'attendre un petit peu pour avoir plus de visibilité, faire confiance à toutes les études et puis attendre les traitements? Ça, c'est très français comme non, alors attendre les traitements, non, parce que ce que l'on veut, c'est être en prévention et pas uniquement en traitement
curatif, on veut prévenir la maladie et on veut prévenir, surtout, enrayer l'épidémie. Donc non, il faut se vacciner quand il sera temps. Il y a des recommandations qui ont été émises par la Haute Autorité de Santé. Quand ce sera notre tour, on se fait vacciner. Oui. Enfin, il y a quand même une tendance de certains à dire on va attendre quelques cobayes qui vont nous dire. Oui, alors il y aura une transparence vraiment la vaccination, totale. Ah bah oui, j'espère. On revient sur le professeur. Ah oui, j'y crois. Oui, bien sûr. On a quand même. Monsieur Vaccination. On a un système de. On va redire le nom. Oui, Alain Fischer. Voilà, et vraiment quelqu'un qui a toute autorité pour travailler en toute transparence. Donc oui, je suis très confiante. Au risque de peut-être repousser un petit peu la vaccination de quelques jours, voire quelques mois. Oui, s'il le faut. Alors, quelques mois, je ne sais pas, quelques semaines, oui. Et on va redemander des... Parce que les autorités de santé sont en mesure de demander des travaux complémentaires s'il y a un doute. Tout à fait. Bon. Voilà, et donc on peut leur faire confiance pour que ce soit le cas. Alors, une question un peu technique. Selon les communiqués de presse de Pfizer et Moderna, les vaccins ARN messagers bloquent la réplication du virus en provoquant l'expression des anticorps par inoculation de nanoparticules contenant de l'ARN messager, ce fameux spike de l'enveloppe virale. La question est, est-ce que le patient sain vacciné sera immunisé et au bout de combien de temps après la deuxième injection ? Alors, en général, quel que soit le vaccin, on dit que la réponse anticorps monte au bout de 7 à 10 jours. Donc on peut estimer qu'après la deuxième injection de vaccin, parce que pour l'instant, les vaccins qui sont développés nécessitent 2 injections, et bien qu'au bout de 7 à 10 jours après la deuxième injection, on ait un taux d'anticorps suffisant pour être protégé. Si 7 à 10 jours, pourquoi on attend 3 semaines alors pour entre les 2 injections, parce que c'est le temps. Alors là, pour les vaccins ARN, il semblerait que ce soit 3 semaines. Pour d'autres vaccins, ce sera 4 semaines. Parce que la deuxième injection agit comme un booster de la réponse immunitaire primaire. Donc, c'est ce que l'on connaît déjà des stratégies vaccinales. Ce n'est pas une question, mais je me la pose, et je vous la pose. Première injection, pas de problème, les gens vont faire la première injection. Comment on est sûr qu'ils vont venir faire la deuxième injection ? Ça, c'est toutes les subtilités de la stratégie vaccinale, de la campagne de prévention. Évidemment, il va falloir informer les gens pour leur dire il ne faut surtout pas que vous oubliez de faire la deuxième injection. C'est l'information. C'est là où le passage par le médecin généraliste qui directement va soigner ses patients est mieux que le vaccinodrome. Bien sûr, absolument. C'est sûr. Alors que, par exemple, le H1N1 dont on parlait tout à l'heure, c'était une seule injection. Donc, comme vous dites, vaccinodrome, une seule injection. La 2 injections, c'est beaucoup plus compliqué. Une personne vaccinée peut-elle néanmoins être contaminée par contact avec une personne asymptomatique infectée et bien qu'immunisée, demeurer contagieuse avec une faible charge virale ? Donc, je pense qu'il y a 2 réponses à ça. Quand on est vacciné, ça ne veut pas dire, et on voit bien avec l'efficacité des vaccins, que l'on va être protégé à 100%. Quand on dit 90%, ça veut bien dire que 90 personnes sur 100 vaccinées ne développent pas la maladie, il y en a 10 qui vont la développer. Ce que l'on a vu dans les essais vaccinaux, c'est que ces 10-là ont développé la Covid-19, mais avec des symptômes mineurs. Donc, et en plus, avec beaucoup moins de virus que les personnes qui ont eu la Covid-19 avec le placebo. Donc, on peut quand même penser que ça va réduire le risque de transmission, puisque la transmission est très liée à l'inoculum viral, c'est-à-dire la quantité de virus que l'on excrète et qui est contaminant. Une question auquel j'aurais pu répondre, parce que c'est non. Parmi les vaccins candidats à l'AMM, y en a-t-il bloquant toute transmission par contact entre humains ? Non, il n'y en a aucun. Non, il n'y a pas de 100% pour l'instant. Quelle est la durée espérée de l'immunité acquise par la vaccination ? Vous avez déjà un peu répondu. Mais... Oui, j'ai déjà un peu répondu. Pour l'instant, on a du recul à 3 mois. Il semblerait qu'à 3 mois, l'efficacité vaccinale reste très bonne. Et bien, on va voir avec le temps si c'est pareil à 6 mois, à 1 an, à 18 mois. Et ça conditionnera d'ailleurs les rappels ou pas vaccinaux. Est-ce qu'on pourra se faire vacciner à l'hôpital ou chez une infirmière ? Probablement pas comme ça chez une infirmière. Là, pour l'instant, il y a quand même un minimum de suivi des effets secondaires qui va devoir être mis en place. Donc, il y a plusieurs sites de vaccination qui sont envisagés. Ça peut être dans des centres hospitaliers, dans des centres de santé, chez le médecin généraliste, mais également chez le pharmacien, de façon à pouvoir offrir le plus grand nombre possible de vaccins à la population. On voit qu'on a des millions de doses à délivrer en peu de mois. Donc, toutes les forces vives vont devoir être mises à contribution. Alors la question que tout le monde pose et pour laquelle on a
peux pas répondre vraiment à quelques pourcents près, mais quelle proportion de la population devrait être vaccinée pour atteindre cette fameuse couverture de l'immunité collective? Ça va vraiment dépendre de l'immunité à moyen-long terme. Plus un vaccin est efficace avec une immunité qui dure, moins on a besoin de vacciner de personnes pour protéger la collectivité. Comme la rougeole. Exactement. Qu'il faut savoir qu'un vaccin, c'est une démarche personnelle, mais également une démarche altruiste, parce qu'en se vaccinant nous-mêmes, on protège les autres. Et plus l'efficacité est importante et moins le nombre de personnes à vacciner est élevé. Je reconnais votre enthousiasme, mais en règle générale, on dit que c'est entre 60 et 75% de gens vaccinés pour avoir une immunité collective. C'est le bon chiffre. Oui, quand même, voilà. Hein, voilà, plus donc de 50% en tout cas, oui. Ouais, avec 55% de Français qui ne veulent pas se vacciner, autant dire que cet objectif-là, on n'est peut-être pas prêt de... Alors, attention, il faut revenir sur cette évaluation du nombre de personnes qui ne veulent pas se faire vacciner. Je ne pense pas que ce soit 55% qui ne voudront jamais se faire vacciner. Dans les 55%, il y a des irréductibles. De toute façon, en France, on a un socle d'irréductibles à la vaccination. En revanche, il y a certaines personnes qui se disent moi, je préfère attendre un peu, 2, 3, 4, 5 mois. Et la plupart du temps, ces personnes-là sont celles qui sont le moins à risque de développer de formes graves de l'infection. Donc, eux vont être vaccinés avant l'été. Donc voilà, on aura les 6 mois de recul dont ils ont besoin. Oui, puis on a vu l'exemple de la vaccination contre la grippe cette année, qui était traditionnellement une vaccination qui n'était pas très suivie. Et là, on est en rupture de stock. Voilà. Donc voilà, on peut espérer ça. Tout est relatif. On espère que tout le monde jouera collectif et pas forcément individuel. Bon, la dernière question, c'est comme il y aura 5, 10 vaccins, comment l'utilisateur de base effectuera le choix? Je crois qu'on a répondu. Bon, on le fera pour lui. Oui, voilà, bien sûr, ça sera fait. Bon, d'excellentes questions qui complètent bien cet entretien. Karine, un dernier mot en guise de conclusion? Si nous sommes quand même à la soirée de la FRM, je voulais encore vous remercier pour votre énorme investissement, en particulier dans le soutien des jeunes, parce que vous financez beaucoup de projets portés par des jeunes chercheurs. Et je pense que sans la FRM en France, on serait vraiment pas là où on en est dans la carrière des jeunes et dans l'innovation thérapeutique et en sciences fondamentales également. Merci encore. Merci beaucoup. Merci, Karine Lacombe. Et vous avez le dur rôle de la conclusion finale, Denis. Merci beaucoup, Jean-François. D'abord, je voudrais remercier Jean-François Lemoine de nous accueillir dans les studios de Fréquence Médicale qui nous ont permis d'avoir une soirée extrêmement sympathique. Merci encore à Karine Lacombe parce que ses explications étaient extrêmement claires, extrêmement simples et je crois très rassurantes pour nous sur à la fois les soins et sur la vaccination. Et je crois que c'est une grande leçon pour nous, c'est que la recherche médicale et la médecine, dans cette période où il y a eu beaucoup de fausses nouvelles, c'est quand même une science, il y a des éléments objectifs et c'est un domaine dans lequel la connaissance, la recherche, les travaux sérieux priment. Et je crois que dans cette soirée, on en est encore plus convaincus. Donc, je voudrais vous redire merci à tous les deux d'avoir permis ça. Et merci à tous nos auditeurs qui ont suivi cette soirée. Je voudrais redire que cette année a mis la recherche médicale un peu au centre, puisqu'elle a mis la situation sanitaire au centre avec le Covid-19. Et cette recherche médicale, elle a besoin de financement. Alors, une grosse partie de ces financements sont des financements publics. C'est le CNRS, l'INSERM, les hôpitaux. Mais une partie importante et indispensable, comme l'a dit Karine Lacombe tout à l'heure, c'est le secteur associatif, les fondations, au premier rang desquelles la Fondation pour la recherche médicale. Nous avons besoin de vous dans la durée, nous avons besoin de votre soutien. Merci de nous avoir suivis ce soir et nous comptons sur vous pour continuer à nous soutenir financièrement. C'est ce qui nous permet d'accompagner les chercheurs tous les jours. Merci beaucoup. Alors, sachez que cette émission va être aussi diffusée sur nos réseaux. Donc là, bien sûr, c'est une soirée pour les gens qui sont les donateurs habituels. Mais vous êtes nombreux à peut-être découvrir la Fondation ce soir. Alors, j'ai un seul message à vous donner, soyez généreux. Bon, il ne me reste plus grand-chose à ajouter, si ce n'est que j'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter que je l'ai eu à animer. Si un souhait, très vite vous retrouver, car je trouve cette forme de soirée très agréable et utile. Merci à la Fondation qui m'a permis, et qui nous a permis, cette belle rencontre. Merci beaucoup, Karine Lacombe. Nous, on se retrouve bientôt, mais en attendant, portez-vous bien.